Dans la chaleur étouffante de Ouagadougou, en ce mois de mai 2025, l'air semblait figé, saturé d'une tension palpable qui vibrait sous l'éclat d'un soleil implacable. Les rues poussiéreuses de la capitale burkinabé, où les motos slalomaient entre les charrettes à ânes et les vendeurs ambulants, portaient une rumeur insidieuse, née dans les tréfonds d'une plateforme numérique obscure. Cette rumeur, tel un feu de brousse, s'était propagée à une vitesse fulgurante, serpentant entre les étals des marchés grouillants de Gounguin, les murs ocres des maisons en banco du quartier de Zogona, et les conversations chuchotées sous l'ombre des manguiers centenaires. Alimentée par la frénésie des réseaux sociaux et la soif insatiable d'histoire d'un peuple habitué à naviguer entre l'espoir fragile et la désillusion chronique, elle avait pris une ampleur incontrôlable, menaçant de fracturer une société déjà fragilisée par des années de crise. Au cœur de ce tumulte, un simple enregistrement audio, un vocal de 4 minutes et 37 secondes, avait émergé comme une étincelle dans une savane desséchée, prête à embraser le Burkina Faso tout entier. Cet enregistrement n'avait rien de commun avec les discours officiels auxquels le président Ibrahim Traoré avait habitué la nation. Ce n'était pas une de ces allocutions enflammées où, vêtu de son treillis militaire, il galvanisait les foules avec son charisme brut, sa rhétorique de fer et ses promesses de libérer le pays des chaînes de l'impérialisme, du terrorisme et de la corruption. Non, ce vocal semblait capturer un moment d'intimité brute, presque clandestine, un instant de vulnérabilité arraché à un homme au bord de l'abîme. La voix, rauque, éraillée par la fatigue, portait des accents de colère contenue et de désespoir. En arrière-plan, des bruits de fond donnaient une texture inquiétante à l'enregistrement. Le souffle d'un vent sec balayant la terre, des crépitements intermittents, peut-être ceux d'un feu de camp, et par moments, le bourdonnement sourd d'un générateur électrique. Ils veulent à ma tête, mes propres frères. Ils ont vendu la savane pour des billets étrangers, murmurait la voix, chaque mot pesant comme une accusation. Puis, comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, venait un aveu glaçant, une conspiration ourdie au cœur même de son cercle rapproché, impliquant des officiers de l'armée, des conseillers tapis dans l'ombre et des puissances étrangères dont les noms restaient flous, mais dont l'influence semblait planer comme une menace diffuse. Selon la voix, ce complot visait à renverser Traoré avant la fin de l'année, à plonger le pays dans un chaos orchestré pour mieux le livrer à des intérêts extérieurs, qu'ils soient occidentaux, russes, ou même liés aux factions djihadistes qui ravagèrent le nord et l'est du pays. L'origine de ce vocal, devenu en l'espace de quelques heures une légende urbaine, remontait à un cybercafé crasseux du quartier populaire de Pissy, où la chaleur moite collait aux vêtements et où l'odeur de sueur se mêlait à celle des vieux ordinateurs surchauffés. Les ventilateurs rouillés grinçaient en vain, incapables de chasser l'air lourd. C'est là, dans un coin sombre de la salle, qu'Awa, une étudiante en journalisme de 22 ans à l'université Joseph Kizerbo, passait son après-midi, son smartphone à la main. Ses lunettes rondes glissaient sur son nez, et ses doigts tapotaient nerveusement l'écran, agacés par la lenteur de la connexion Internet. Awa, avec ses cheveux tressés serrés et son regard vif, était connue pour son esprit curieux et son ambition de devenir une journaliste d'investigation, malgré les mises en garde de ses parents, qui voyaient dans ce métier un chemin semé de dangers dans un pays où la liberté de la presse était un luxe fragile. Ce jour-là, elle scrollait distraitement sur X, cherchant des informations pour un devoir sur la désinformation numérique, un sujet qui la fascinait autant qu'il l'inquiétait. C'est alors qu'un message WhatsApp de son cousin Moussa, un mécanicien bavard de Bobo Dioulasso au tempérament exubérant, illumina son écran. « Awa, écoute ça, c'est le président. C'est grave. Partage pas, hein, c'est sensible. » Intrigué, Awa cliqua sur le lien joint, qui la redirigea vers un fichier audio hébergé sur un serveur douteux, dont l'URL obscure évoquait ces sites éphémères utilisés pour partager des contenus piratés ou compromettants. Elle enfonça ses écouteurs dans ses oreilles, jetant un regard méfiant autour d'elle, comme si le simple fait d'écouter pouvait la compromettre. La qualité du son était médiocre, saturée d'interférences, mais la voix, malgré son épuisement, portait l'intonation caractéristique de Traoré,
ce mélange unique de fermeté et de passion qui l'avait propulsé, à seulement 34 ans, à la tête d'un pays en crise. Hawa écouta, le cœur battant, tandis que les mots s'enchaînaient. Trahison, complot, sacrifice. Lorsqu'elle arriva à la phrase sur la savane vendue, un frisson la parcourut, non pas à espace de peur, mais d'une étrange fascination mêlée d'incrédulité. Était-ce vraiment lui? Ou s'agissait-il d'une imposture, un de ces deepfakes sophistiqués dont son professeur M. Diallo parlait souvent en cours, alertant sur les dangers de l'intelligence artificielle dans un pays où la rumeur pouvait tuer plus vite qu'une balle? Incapable de trancher, Hawa sauvegarda le fichier sur son téléphone et l'envoya immédiatement à M. Diallo, un ancien reporter de guerre au flair légendaire, connu pour avoir débusqué des scandales sous le régime de Blaise Compaoré, au prix de menaces de mort et d'années d'exil. M. Diallo, un homme mince aux tempes grisonnantes et au regard perçant, reçut le message alors qu'il corrigeait des copies dans son bureau encombré, un espace exigu où s'entassaient des piles de livres jaunis, des vieux journaux et des coupures de presse encadrées. Une photo en noir et blanc, accrochée au mur, le montrait jeune, un carnet à la main, au milieu d'une foule en liesse lors de la Révolution de 2014. Intrigué par le message d'Hawa, il écouta l'enregistrement à plusieurs reprises, un casque vissé sur les oreilles, notant chaque inflexion, chaque pause, chaque bruit de fond sur un carnet déjà noirci de notes. « Ça sent le piège », marmonna-t-il, frottant son menton mal rasé. Pourtant, son instinct, aiguisé par des décennies de journalisme dans un pays où la vérité était un bien rare, lui soufflait qu'il y avait là une histoire à creuser, une histoire qui allait bien au-delà d'un simple fichier audio. Il convoqua Hawa le lendemain à l'université, dans une salle de classe déserte où les ventilateurs au plafond tournaient paresseusement, brassant un air tiède. Assise face à lui, Hawa raconta comment le vocal lui était parvenu, son excitation mêlée de doute et sa conviction qu'il tenait là une opportunité de faire un travail journalistique d'envergure. Diallo, après un long silence, acquiesça. Si c'est un faux, il faut savoir qui l'a fabriqué et pourquoi. Si c'est authentique, c'est encore plus grave. Dans les deux cas, c'est une bombe à retardement. Ensemble, ils décidèrent de mener une enquête, non seulement pour authentifier le vocal, mais aussi pour comprendre qui avait intérêt à le diffuser, et dans quel but. Le Burkina Faso, en 2025, était un pays au bord du précipice. Les attaques djihadistes, menées par des groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, continuaient de ravager le nord et l'est, déplaçant plus d'1 million de personnes et transformant des villages entiers en champs de ruines. L'alliance controversée avec la Russie, marquée par l'arrivée de conseillers militaires, de drones et de cargaisons d'armes, divisait l'opinion, certains y voyant une bouée de sauvetage, d'autres une nouvelle forme de dépendance, et la lassitude d'un peuple épuisé par des années de crises économiques, de pénuries alimentaires et de coupures d'électricité alimentait un cocktail explosif. Un tel enregistrement, qu'il soit authentique ou fabriqué, pouvait déclencher des manifestations de masse, des mutineries dans l'armée, voire une nouvelle tentative de coup d'État dans un pays qui en avait déjà connu deux, en 2022, l'une ayant porté Traoré au pouvoir. Leur première piste consista à retracer l'origine du vocal. Le compte X qu'il avait initialement partagé, Sahel Verit, était anonyme, créé seulement 3 jours avant la fuite. Le profil, suivi par une poignée d'abonnés, ne contenait qu'un seul post, le lien vers l'audio, accompagné d'un message laconique. La vérité éclate toujours. Écoutez le président. Hawa, qui passait des heures à analyser les réseaux sociaux pour ses cours, remarqua que le compte suivait plusieurs figures de l'opposition en exil, comme des anciens ministres du régime Compaoré vivant à Paris ou à Abidjan, ainsi que des pages liées à des mouvements citoyens ouest-africains prônant une seconde décolonisation. Mais le compte avait été désactivé quelques heures après le post, comme si son créateur avait voulu effacer ses traces. Diallo, de son côté, contacta un vieil ami dans une compagnie de télécommunications, un ingénieur discret, qui avait déjà aidé des journalistes par le passé. Il lui demanda de localiser le serveur qui hébergeait le fichier audio. Après 2 jours d'attente, la réponse fut décevante. Le serveur, basé à Dubaï, était un nœud anonyme
utilisé par des milliers de sites éphémères, souvent pour des activités illégales ou des campagnes de désinformation. Une impasse. Frustré mais déterminé, Awa eut une idée audacieuse. Lors d'un cours sur le journalisme d'investigation, Diallo avait évoqué une figure mystérieuse surnommée l'ombre du Sahel, un hacker légendaire qui, selon la rumeur, avait piraté des bases de données gouvernementales pour exposer des scandales de corruption sous le régime précédent. Personne ne connaissait son identité, pas même son âge ou son sexe, mais on disait qu'il opérait depuis un village reculé du nord, dans une région où l'électricité était rare et où les groupes armés rôdaient. Certains le voyaient comme un héros, d'autres comme un criminel. Awa, avec l'audace de la jeunesse et une pointe d'inconscience, parvint à le contacter via un forum crypté sur le dark web, un espace numérique qu'elle avait exploré par curiosité pour un projet universitaire. Se présentant comme une étudiante désespérée à la recherche de la vérité, elle lui envoya un message rédigé avec soin, expliquant l'enjeu du vocal et implorant son aide. Pendant 3 jours, elle n'eut aucune réponse et elle commença à craindre d'avoir attiré l'attention de personnes dangereuses. Puis, une nuit, un message crypté arriva. « Envoie-moi le fichier. Pas de nom, pas de trace. Si je trouve quelque chose, tu me devras une faveur. » Awa, après avoir consulté Diallo, envoya le fichier audio via une connexion sécurisée. L'ombre, dont la voix déformée par un modulateur trahissait un accent peul, rendit son verdict après 48 heures d'analyse. C'est un montage. La voix est synthétique, générée par une intelligence artificielle entraînée sur des discours publics de Traoré. Les bruits de fond, le vent, les crépitements, le générateur, sont ajoutés pour donner une illusion d'authenticité, mais ils ne collent pas. Le vent vient d'une banque de sons libres de droit, les crépitements d'une vidéo YouTube d'un feu de camp. Quelqu'un a voulu semer le chaos. Mais l'ombre ne s'arrêta pas là. En examinant les métadonnées du fichier, il découvrit une signature numérique discrète, un fragment de code lié à un logiciel de montage audio populaire en Côte d'Ivoire, utilisé par des studios spécialisés dans la création de contenus publicitaires, ou plus rarement, de deepfake. Cette piste, bien que ténue, pointait vers Abidjan, où un groupe d'exilés politiques burkinabés, opposés à Traoré, était connu pour ses campagnes de désinformation. Certains de ces exilés, selon des rumeurs persistantes relayées par des diplomates à Ouagadougou, recevaient des financements d'ONG occidentales, de services de renseignement français ou américains, ou même d'hommes d'affaires liés à l'exploitation minière, tous désireux de déstabiliser le régime pro-russe de Traoré. Pendant que Awa et Diallo suivaient cette piste, le vocal continuait de faire des ravages à travers le pays. Dans les marchés animés de Ouagadougou, où les vendeuses de tomates, de mangues et de piments débattaient sous des parasols décolorés par le soleil, 2 camps s'affrontaient avec une ferveur croissante. Les uns, souvent des jeunes admirateurs de Traoré, voyaient en lui un héros trahi, un leader visionnaire cerné par des traîtres prêts à vendre le pays aux anciens colons, aux djihadistes ou à des puissances émergentes comme la Chine. Il brandissait des pancartes à son effigie lors de rassemblements spontanés, scandant des slogans comme « IB, le peuple est avec toi ». Les autres, plus cyniques ou désabusés, soupçonnaient Traoré d'avoir lui-même orchestré la fuite du vocal pour se poser en victime et justifier une purge au sein de l'armée, du gouvernement, ou même de la société civile. Certains allaient jusqu'à murmurer qu'il s'inspirait des tactiques de leaders autoritaires, utilisant la peur d'un complot pour consolider son pouvoir. À la radio, les animateurs, partagés entre prudence et sensationnalisme, invitaient des analystes politiques, des sociologues et même des marabouts pour décortiquer l'enregistrement. Les auditeurs inondaient les standards téléphoniques de théories conspirationnistes, certaines farfelues, d'autres troublantes de plausibilité. Une vieille femme de Koudougou affirmait que le vocal était l'œuvre d'un sorcier, ayant capturé l'âme de Traoré pour la manipuler. Un ancien militaire, s'exprimant sous couvert d'anonymat, jurait avoir entendu des rumeurs similaires dans les casernes, évoquant des officiers mécontents des liens avec la Russie et prêts à s'allier avec des puissances occidentales pour reprendre le contrôle. Sur X, les hashtags Traoré parle, Complot Sahel et Vérité ou mensonge
dominait les tendances, accompagné d'une avalanche de mèmes, de fausses nouvelles et d'appels à l'action. Une vidéo virale, vue plus de 2 millions de fois, montrait un jeune homme en treillis, prétendant être un soldat, jurant fidélité à Traoré, contre les traîtres et les impérialistes. Une autre, plus inquiétante, diffusée sur Telegram, appelait à nettoyer le palais présidentiel de Kosiam et à chasser les espions étrangers avec des images de foules en colère tirées d'anciennes manifestations. Le gouvernement, d'ordinaire prompt à réagir aux crises avec des communiqués fermes ou des apparitions télévisées de Traoré, adopta une posture étrangement réservée. Un communiqué laconique, publié sur le compte officiel du ministère de la Communication, affirmait « Le président Ibrahim Traoré reste ferme face aux manœuvres des ennemis du Burkina Faso. La nation ne se laissera pas manipuler par des mensonges. » Mais Traoré lui-même, habituellement omniprésent dans les médias, garda un silence assourdissant. Cette absence, loin de calmer les esprits, alimenta les spéculations. Était-il en danger, comme le suggéraient certains de ses partisans, qui parlaient d'une tentative d'empoisonnement ou d'un attentat déjoué? Était-il malade, affaibli par le poids des crises multiples qui accablèrent le pays? Ou, comme le murmuraient ses détracteurs, préparait-il une contre-attaque discrète, une purge ciblée contre les conspirateurs, réels ou supposés? Dans les cercles diplomatiques, où les rumeurs circulaient plus vite que dans les marchés, on rapportait que des réunions secrètes avaient lieu au palais de Kosiam, impliquant des officiers russes, des conseillers maliens de la junte de Bamako et des responsables de la sécurité burkinabé. Une source anonyme, contactée par Diallo via un réseau de journalistes ouest-africains, affirma que Traoré avait ordonné une enquête interne pour identifier d'éventuels traîtres au sein de son entourage, mais refusait de s'exprimer publiquement pour ne pas donner l'impression de céder à la panique. Pendant ce temps, dans les quartiers populaires, la tension montait. À Pissy, des jeunes, armés de bâtons et de pneus, avaient tenté de bloquer une artère principale pour protester contre « les traîtres » mentionnés dans le vocal, avant d'être dispersés par des gaz lacrymogènes. À Dori, dans le nord, une rumeur selon laquelle des officiers locaux complotaient avec des djihadistes avait conduit à une émeute, au cours de laquelle une caserne avait été vandalisée. Les forces de l'ordre, déjà débordées par la lutte contre les groupes armés, peinaient à contenir ces flambées de violence, tandis que les leaders communautaires, pasteurs, imams et chefs traditionnels appelaient au calme, souvent en vain. Dans les campagnes, où l'accès à Internet était limité, le vocal circulait sous forme de fichiers transférés par Bluetooth, de clés USB ou de cartes mémoire, transformant l'enregistrement en une sorte de mythe oral, une parabole d'un pays trahi par ses élites et manipulé par des forces invisibles. Awa et Diallo, galvanisés par les découvertes de l'ombre, décidèrent de publier leur enquête dans L'Éclaireur, un journal indépendant connu pour son courage, mais aussi pour les menaces régulières qu'il recevait de la part de puissants, qu'ils soient politiciens, militaires ou hommes d'affaires. L'article, préparé dans le secret d'une petite imprimerie du centre-ville, s'intitulait « La voix du mensonge, anatomie d'une manipulation ». Sur 4 pages, il exposait en détail les preuves de la supercherie, l'analyse technique de l'ombre, qui démontrait l'utilisation d'une IA pour synthétiser la voix de Traoré, la piste d'Abidjan, où des exilés politiques burkinabés, soutenus par des financements troubles, semblaient impliqués, et les implications d'une telle opération dans un contexte de tension géopolitique, où le Burkina Faso était devenu un champ de bataille par procuration entre la Russie, l'Occident, et des acteurs régionaux comme le Mali ou le Niger. Awa, qui signait pour la première fois un article d'une telle ampleur, décrivit avec passion comment la technologie autrefois promesse de progrès était devenue une arme au service du chaos, capable de manipuler les émotions d'un peuple déjà vulnérable. Diallo, plus mesuré, insista sur la nécessité d'une éducation numérique pour doter les Burkinabés des outils nécessaires à débusquer les manipulations, tout en appelant à une réforme des institutions pour restaurer la confiance entre le peuple et ses dirigeants. L'article publié simultanément en ligne et en version papier fit l'effet d'une bombe. Dans les heures qui suivirent, les serveurs du site de l'Éclaireur
furent saturés par un afflux de visiteurs, tandis que des kiosques à journaux de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso furent dévalisés. Sur X, les réactions fusaient, divisées entre ceux qui saluaient le courage d'Awa et Diallo, les qualifiant de gardiens de la vérité, et ceux qui les accusaient de protéger Traoré, de travailler pour des intérêts étrangers, ou de chercher à se faire un nom sur le dos d'une crise nationale. Une caricature, partagée des milliers de fois, montrait Awa et Diallo en marionnettes manipulés par une main invisible portant un drapeau américain, tandis qu'un compte anonyme, Averit Kachi 226, affirmait détenir des preuves que l'enquête était financée par la CIA. Awa, submergée par les notifications, oscillait entre fierté et angoisse. Elle reçut des messages de soutien de ses camarades de classe, mais aussi des menaces explicites, dont l'un, envoyé via WhatsApp, lui ordonnait de fermer sa bouche si elle voulait voir ses 23 ans. Diallo, habitué aux pressions, tenta de la rassurer, mais il savait que leur travail venait de les placer dans une position périlleuse. Quelques jours après la publication, un de ses contacts au sein du ministère de la Sécurité l'informa que leur nom circulait dans des rapports internes, certains officiers les soupçonnant d'avoir des liens avec l'opposition ou avec des médias étrangers. Par précaution, Diallo demanda à Awa de limiter ses déplacements et de ne pas travailler seul. Il contacta également un réseau de journalistes ouest-africains basés à Dakar pour s'assurer qu'en cas de menace directe, il pourrait bénéficier d'un soutien logistique ou médiatique. Mais Awa, malgré la peur qui lui nouait l'estomac, refusa de se taire. Si on abandonne maintenant, on donne raison à ceux qui veulent nous manipuler, déclara-t-elle lors d'une réunion avec Diallo dans un café discret de la zone du Bois, où les serveurs connaissaient Diallo depuis des années et où il pouvait parler sans craindre d'être espionné. Pendant ce temps, l'ombre du Sahel poursuivait son enquête dans l'ombre, fidèle à sa réputation d'insaisissable. Par un message crypté, il informa Awa qu'il avait identifié un intermédiaire à Abidjan. Un ancien officier burkinabé, le colonel Issouf Zongo, reconverti dans le consulting politique après avoir fui Ouagadougou lors du coup d'État de 2022. Zongo, selon l'ombre, aurait servi de relais entre les commanditaires du deepfake et un studio ivoirien spécialisé dans la manipulation numérique. Mais l'ombre ajouta un avertissement inquiétant. Plus je creuse, plus c'est dangereux. Il y a des gens puissants derrière ça, et ils ne reculeront devant rien. Ce n'est pas juste une histoire de politique locale. Ça touche des intérêts qui dépassent le Burkina. Il refusa d'en dire plus, promettant de transmettre d'autres informations s'il survivait à ses propres investigations. Awa, troublé par cet avertissement, partagea le message avec Diallo qui fronça les sourcils. Si Zongo est impliqué, ça complique tout. Il a des connexions avec Paris, Washington et même certains milieux à Bamako. On marche sur des œufs. Pour confirmer la piste d'Abidjan, Diallo activa son réseau de contacts régionaux. Il appela une ancienne collègue, Fatou Koné, une journaliste ivoirienne basée à Cocody, connue pour ses enquêtes sur les réseaux d'influence en Afrique de l'Ouest. Fatou, après avoir écouté l'enregistrement et lu l'article de l'Éclaireur, accepta de fouiller de son côté. Elle découvrit que Zongo, qui vivait dans un appartement cossu du quartier des Deux Plateaux, avait été vu en compagnie d'un consultant français, un ancien officier de la DGSE reconverti dans le privé, ainsi que d'un homme d'affaires nigérian, lié à l'exploitation de l'or au Burkina. Ces rencontres, qui avaient eu lieu dans un hôtel discret d'Abidjan, coïncidaient avec la période où le vocal avait été créé, selon les estimations de l'ombre. Fatou transmit également une rumeur persistante. Zongo, amer d'avoir été écarté du pouvoir à Ouagadougou, aurait juré de faire tomber Traoré même si ça devait mettre le pays à feu et à sang. Mais la vérité, comme souvent au Burkina Faso, restait insaisissable. Le vocal, bien qu'exposé comme un faux par l'enquête d'Awa et Diallo, avait planté une graine de doute dans l'imaginaire collectif. Et si une partie de l'enregistrement, malgré son caractère synthétique, reflétait une réalité, les rumeurs de trahison au sein du gouvernement, les soupçons d'ingérence étrangère, qu'elles viennent de Paris, de Moscou, de Washington ou d'ailleurs, et la fragilité d'un régime confronté à des défis titanesques, donnaient au mensonge une étrange résonance. Dans les villages reculés, où l'accès à Internet était quasi inexistant, le vocal continuait de circuler sur des téléphones bas de gamme,
transférée de marché en marché, de mosquée en église, transformée en une fable moderne, une histoire de trahison et de résistance qui s'ajoutait au répertoire des griots. À Ouagadougou, la vie reprenait son cours, mais sous la surface, la tension persistait. Les motos pétaradèrent dans les ruelles, les écrans des smartphones éclairaient les visages des jeunes, et les discussions dans les maquis, ces bars populaires où l'on buvait de la bière Brakina sous des auvents en tôle, tournaient invariablement autour du vocal. Awa, son carnet à la main, continuait d'écrire, de poser des questions, de chercher des réponses. Elle savait que son combat ne faisait que commencer, que chaque vérité révélée en entraînait une autre, plus profonde, plus dangereuse. Diallo, de son côté, recevait des appels anonymes, des voix qui lui conseillaient de laisser tomber s'il tenait à sa sécurité. Mais il avait vu trop de crises, trop de mensonges, pour reculer maintenant. Dans la savane, loin des bruits de la capitale, la vie suivait son cours, imperturbable. Sous un ciel étoilé, où la voie lactée semblait danser au-dessus des acacias, le vent charriait des murmures, des histoires, des vérités et des mensonges. Les anciens, assis autour des feux, racontaient aux enfants que le Burkina, comme la savane, avait toujours survécu aux tempêtes, qu'il était plus fort que les complots, plus grand que les trahisons. Mais dans les ruelles de Ouagadougou, où les affiches électorales déchirées côtoyaient les graffitis appelant à la révolution, une question lancinante demeurait. Dans un pays où même les mensonges ont une voix, comment entendre la vérité? Awa, un stylo entre les doigts, un rêve dans le cœur et une peur sourde au fond de l'âme, savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle devait continuer à chercher, à écrire, à parler, pour que la lumière, même fragile, ne s'éteigne jamais.